Alors, après, c'est trois d'exposés qui nous ont donc amené toute une série de résultats de recherches donc menées à Bruxelles et en France. On a maintenant parole à vous. Il y a sans doute une série de questions, de remarques, de commentaires. Donc, on va en prendre toute une série. Madame, Merci. parlez bien fort qu'on puisse l'entendre dans l'enregistrement. Merci. Tout d'abord, merci pour les 3 interventions qui ont été très... Ah, d'accord. Tout d'abord, merci pour les 3 interventions qui ont été très, très intéressantes. J'avais une petite question pour François, Camille. Camille François. D'accord. Oui, le livre a l'air vraiment passionnant. La petite question que je me demandais, c'était comment est-ce qu'on reliait le paradoxe 3 avec le paradoxe 2 ? À partir du moment où si pour construire les conditions de, on va dire, soumission, on va dire, des familles, donc je voyais un lien avec, pour créer l'obéissance, on va construire une procédure d'expulsion très longue. Mais en même temps, dans le deuxième paradoxe, vous dites que le but du jeu, c'est de réduire l'enveloppe, finalement, de l'État pour éviter d'indemniser les propriétaires trop longtemps. Ce qui justifie, du coup, une intervention, on va dire, plus violente ou plus massive des autorités publiques. Mais en même temps, je me demande également si on augmente l'intervention de l'autorité publique, est-ce qu'il ne faut pas non plus créer une enveloppe plus importante aussi dans les moyens budgétaires qui doivent être mis pour justifier les exécutions prises par les forces de l'ordre. Celle-ci aura peut-être en 2-3 questions. Et une deuxième petite question. Je me demandais si vous citiez Ariane Bilran. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Non. Ariane Bilran, philosophe française, qui, on va dire, reprend les éléments du totalitarisme. Ok. Alors, il y avait une question là-bas. Oui, donc merci pour les interventions. Donc moi, j'avais une question sur l'accès à l'examen en France. Donc, je ne sais pas si vous possédez des données là-dessus ou une observation, mais donc l'hiver prochain, à Bruxelles, il y aura très probablement une grève hivernale aussi étendue au thème secteur social. Et donc, je me demandais si vous avez pu, si ça pouvait entraîner des effets pervers ou si on observait des stratégies des bailleurs, par exemple, pour accélérer, pour aller plus vite en justice pour obtenir des expulsions, s'il y avait des effets pervers du type une saturation encore plus grande des services sociaux, voilà. Ou des effets de tout type. Ok, une problème. Voilà. Moi, je travaille pour une agence immobilière sociale et on est confronté à une augmentation des créances. Et vous avez parlé tout à l'heure du fait d'une propension, si je puis dire, aux locataires de s'endetter et de s'endetter, aux personnes précarisées de s'endetter, et particulièrement s'endetter au niveau des dettes locatives. Donc, comment lutter contre ça et éviter de devoir en arriver à la fois en justice et à l'expulsion? Et allez, on peut une dernière piste pour un premier tour. Il y en a peut-être pas. Mais comment? La question, c'est quel est vraiment le travail social des AIS? Ok, donc, peut-être pour commencer avec les 2 premières questions t'étaient adressées. Bien, merci beaucoup pour ces questions. Donc non, je vais commencer par la deuxième. Je ne connaissais pas cette philosophe. Et je pense que c'est l'effet d'une ignorance disciplinaire, c'est que en sociologie, on est un peu dans notre petit couloir de 100 mètres. On discute un peu avec les géographes et les historiens, mais les philosophes, c'est vrai que pour nous, ils sont au-delà du périmètre de l'empirie, des enquêtes, et voilà. Donc c'est peut-être pour ça que, voilà. C'est pas du tout une insulte, hein. C'est, quand, je sais pas s'il y a des philosophes dans la salle, parquez pas. Mais voilà, c'est pour cette raison-là que je ne connaissais pas, mais je vais regarder ces travaux de près. Concernant votre première question sur le paradoxe entre les paradoxes, sur la temporalité, comment je peux le résoudre rapidement? C'est que les procédures d'expulsion ont vu leur délai diminuer du point de vue de l'exécution des décisions de justice par l'État, mais que
cela reste des procédures qui se comptent en mois ou en années. Donc, cette durée des procédures se réduit, mais reste assez, conséquente, notamment par exemple quand on compare avec d'autres pays, comme les États-Unis, où une procédure est beaucoup plus rapide. Vous voyez donc, vous avez tout à fait raison, hein. Cette logique d'économie budgétaire, elle vient tendanciellement réduire cette durée des expulsions, ce temps mis à expulser par l'État, mais cette quantité de temps reste suffisamment longue pour que cette obéissance se produise. Voilà. L'obéissance, elle passe aussi par d'autres mécanismes comme la collégialité. Je ne reviens pas dans le détail maintenant que dans l'exposé, mais en France, dans beaucoup de territoires, beaucoup de départements, les autorisations administratives de concours de la force publique ne sont pas prises uniquement par l'État et les services de police, mais siègent dans ces commissions des élus locaux, notamment des maires, ou des travailleurs sociaux. Et ce que montre le livre, c'est qu'en siégeant dans ces commissions, les travailleurs sociaux ou les élus locaux sont peu à peu convertis à la logique d'État, épousent progressivement le regard de l'État sur l'expulsion en matière de soucis de l'ordre public ou d'économie budgétaire. Et donc, cette collégialité, le fait que l'État a mutualisé ce qui relevait historiquement de son monopole, à savoir l'utilisation de la violence physique légitime, produit aussi des effets de légitimation et d'obéissance. Voilà. Et dans le livre, c'est le chapitre 5, je retrace progressivement comment, en siégeant dans ces commissions d'expulsion, alors qu'à la base, les élus locaux et les travailleurs sociaux y vont pour défendre les locataires, et s'efforcent de le faire dans ce cadre, ils sont peu à peu gagnés par ces logiques plus régaliennes. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Sur la question de la trêve hivernale, en France, en fait, vous avez deux trêves. Vous avez la trêve hivernale, et puis vous avez une deuxième trêve qui est plus, informelle, mais qui est un usage plutôt qu'un principe explicite du droit, qui est la trêve scolaire. La trêve scolaire, c'est que l'expulsion des familles avec enfants est concentrée pendant les vacances d'été. Pourquoi ? Avec l'idée que, en expulsant les familles avec enfants pendant les vacances d'été, on peut améliorer les chances de réinscrire ces enfants dans une école à la rentrée. Ce qui n'est pas vrai, ce qui ne marche jamais, mais malgré tout, voilà. Il y a un calendrier juridique et procédural de l'expulsion qui, effectivement, a des effets sur les stratégies des bailleurs, a des effets sur le travail des agents de l'État, et peut avoir aussi des effets sur le comportement des locataires. Si je fais le lien avec votre question sur les stratégies des bailleurs, en France, les bailleurs ont une tendance à assigner de plus en plus tôt au tribunal pour des montants de dette de plus en plus faibles. Pourquoi ? Parce que comme vous avez un engorgement des tribunaux, les bailleurs savent que pour obtenir une audience, ils ont parfois 3, 4, voire 7 mois d'attente, et donc décident de se placer le plus tôt possible dans la file d'attente. Ce qui produit un mécanisme de cercle vicieux, puisque, en raison des délais de procédure, les bailleurs assignent au tribunal de plus en plus tôt, ce qui renforce le nombre de procès à traiter par la justice, ce qui vient renforcer l'engorgement des tribunaux et donc allonger encore un peu plus le temps des procédures. Dans les faits, on constate, quand on compte mois par mois les expulsions en France, on constate en fait des pics d'assignation au tribunal à certains moments de l'année, et ce n'est pas sans lien avec le calendrier de la trêve hivernale, donc vous avez tout à fait raison. Voilà. Et enfin, la question de l'endettement des locataires. Je vais essayer d'y répondre brièvement et clairement. Ce que met en lumière le livre, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi ces familles prennent un risque aussi grave que l'expulsion en contractant une dette de loyer. Et pour répondre à cette question, je suis parti d'un postulat de la sociologie, mais je pense des sciences sociales en général, soit géographe, historien, historienne, anthropologue, etc. C'est l'idée que les individus sont ni fous, ni idiots de faire ce qu'ils font. Mais ils ont toujours des raisons, des motifs à leur action. Et que le travail des sciences sociales, notamment de la sociologie, c'est de mettre en lumière les raisons des comportements qui pourraient nous apparaître comme irrationnels ou absurdes en premier lieu. Par exemple, prendre un risque aussi grave que l'expulsion en arrêtant de payer son loyer lorsqu'on est à court d'argent. Et donc la question qu'essaie de poser ce livre, c'est d'expliquer pourquoi lorsqu'on sont confrontés à un manque d'argent, ces familles procèdent à cet arbitrage d'infortune que je n'appelle pas un choix, parce que je trouve que c'est un choix qui est trop contraint pour être appelé un choix. La notion de choix, elle présuppose une part de liberté qui m'allait pas, peut-être pour des raisons philosophiques ou politiques. Ce sont plutôt des arbitrages d'infortune, des formes de situations où les familles sont confrontées au fait de choisir leur poison. Et lorsque vous êtes à court d'argent, arrêter de payer son loyer de manière temporaire peut avoir des petites vertus, des petits avantages comparatifs. J'en donne deux. Premièrement, les dettes de loyer sont des dettes gratuites sur le plan financier, à la différence par exemple des agios bancaires ou des crédits à la consommation.
Surtout, deuxièmement, ce sont des dettes qui sont gratuites non seulement sur le plan financier, mais sur le plan moral. Contracter ces dettes ne vous oblige pas à vous soumettre à court terme au droit de regard du créancier. Vous voyez, lorsque vous êtes à court d'argent, faire un crédit à la banque, ça implique d'aller voir un banquier qui va s'inviter dans la gestion de votre argent, dans votre intimité. C'est faire l'épreuve de manière face à face du rapport de domination entre ceux qui prêtent et ceux qui empruntent, entre les créanciers et les débiteurs. Pareil, lorsque vous êtes à court d'argent, si vous allez emprunter de l'argent à un proche, vous devez lui révéler que vous avez des problèmes d'argent. Et ça, c'est un coût moral. S'endetter sur le loyer, à court terme, je répète, à court terme, c'est une dette qui se fait à distance du créancier. C'est ce que j'ai appelé une dette sans emprunt. C'est une dette qui peut se contracter de manière invisible, impersonnelle. C'est un dispositif d'accès à l'argent qui ne vous soumet pas au regard réprobateur du créancier. Et moi, je plaide pour deux choses. D'une part, que ces familles ont leur raison de contracter ces dettes de loyer, et je pense qu'il ne faut surtout pas grignoter ces raisons. Que les dettes de loyer, c'est des manières de résoudre des équations impossibles budgétaires. Lorsqu'on a un niveau de facture supérieur à son niveau de revenu, suspendre 1 ou 2 mois sa dette de loyer, le rembourser juste après, puis recommencer 10 mois plus tard, c'est une forme de vie qui, à mon avis, ne doit pas être réprimée. C'est la manière que trouvent les familles pour, agir et résoudre des équations ou des missions impossibles. Surtout, je répète, et j'arrêterai là-dessus, parce qu'on pourrait se dire, du coup, les familles, en fait, elles jouent avec le feu, elles sont stratèges, etc., etc. Bon, d'une part, les ménages qui sont le plus en dette en France, c'est pas les plus pauvres, c'est les plus riches. Et les dettes des riches ne posent aucun problème. C'est que les dettes des pauvres. Ça, je pense, c'est un peu agaçant quand on a des dettes et qu'on est en situation de pauvreté. Deuxièmement, je le répète, ce sont des arbitrages très contraints, ce sont des arbitrages d'infortune. Si les familles avaient les moyens de payer leur loyer sans s'endetter, je pense que la quasi-totalité d'entre elles le ferait. Voilà pour répondre à votre question. Mais l'enjeu de ce travail, c'est essayer de comprendre les logiques sociales et les formes de rationalité qu'il y a dans les dettes de loyer. Voilà, j'espère, je suis désolé si j'ai été loin, mais voilà. Vous voulez rajouter? Non. La dernière question est difficile. Donc, qu'est-ce qu'il y a de social dans les agences immobilières sociales? C'est pas difficile. On n'est déjà pas des sociétés commerciales, donc on ne fait pas de l'argent en mettant à disposition des logements. On travaille avec de l'argent public exclusivement. Donc on reçoit un subside de la région de Bruxelles-Capitale qui permet de payer le personnel, qui permet d'octroyer des réductions de loyer aux locataires. Et voilà, donc quelqu'un qui s'endette, et si l'endettement devient trop élevé, pour nous, si les créances deviennent trop élevées, ça met en danger notre équilibre financier, et donc ça met en danger notre objet social aussi. Alors il y a des agences immobilières sociales qui ont des assistants sociaux, qui font un accompagnement social. Nous, notre AIS a fait le choix de reporter sur des partenaires sociaux l'accompagnement social. Nous ne le faisons pas. Pour répondre à la question. Ouais, donc, on va prendre une autre série de questions. Alors, il y a madame ici, monsieur et monsieur. Voilà. Oui, moi j'ai un point important. Moi, je voulais demander, par rapport à l'entête sur Bruxelles. Donc, j'ai vu que les chiffres étaient de 2018-2016. Est-ce que ces chiffres ont pu justement s'aggraver? Et puis, jusqu'à quel point, un peu en lien avec la question de la... ici à côté, jusqu'à quel point le CPAS ne devrait pas accompagner davantage pour prévoir tous ces dettes qu'on voit déjà venir. On va pas se flatter. Moi, je pense que les gens doivent pouvoir voir, les gens de CPS, les assistants sociaux doivent pouvoir voir dans les familles. Le problème, et comme il disait, discuter à plus long terme, ça ne sert à rien, puisqu'il y a toujours un paiement à faire. Et les revenus restent les mêmes. Et ça, c'est une question. Et alors, par rapport à la France, bon, c'est un échec quand même social, ça. Donc, pourquoi pas? En fait, c'est la question.
on n'accompagne pas davantage avant de se trouver avec de cas pareils. Si, monsieur là-bas derrière, c'était juste une petite proposition, une suggestion par rapport à la question sur le travail social éventuel des aperçus de social. Peut-être les appels comment agence immobilière c'est lié. J'ai moi-même été expulsé par une agence immobilière sociale sans aucun travail social, sans aucun encadrement social. Ou une agence immobilière sociale travailler pour une agence immobilière commerciale avec la facilité juridique, une agence immobilière commerciale de côte. Moi, je me suis posé la question aussi, où est le social de la liesse font des agences immobilières, c'est lié, tout simplement. Il y avait monsieur. Oui, c'est vous. Oui, c'est vous. J'avais une première question concernant donc, votre première intervention et la définition que vous avez évaluée. Donc, vous parlez des personnes qui sont, j'ai oublié les termes exacts, mais des personnes qui sont poussées à partir de leur logement suite des ciseaux. Me poser la question dans ce cas-là, comment cette définition recouvre aussi les expulsions informelles. Est-ce que finalement la définition correcte des expulsions, ça serait juste des personnes qui sont poussées à partir suite à une volonté d'une propriétaire de les mettre à la porte? C'est plus large, mais c'est plus difficile à étudier, mais en général, peut-être que c'est plus intéressant. Après, dans les différentes motivations, finalement, dans les différents facteurs qui ont eu davantage possible une expulsion, vous avez énuméré une certaine équilibrité de facteurs. On a eu déjà santé mentale, j'ai du mal à comprendre si c'est des facteurs préexistants ou des facteurs qui apparaissent suite à des limites procédurales. Et il y a une chose aussi où moi, fait que je trouve intéressant, c'est difficile de voir, mais en gros, c'est si au préalable, il y a eu, je ne sais pas, des demandes du locataire ou un petit locatif préexistant, est-ce que c'est motif à une future expulsion, par exemple? Un locataire qui dit, bon, bah, on pourrait quand même faire des travaux de logement, le propriétaire dit non, ou d'un moment, une procédure qui se met en place, qui ne sait pas comme beau. Est-ce que la volonté du locataire de faire bouger les nuits et puis une son logement entraîne en interne l'extension? J'ai une question pour monsieur Jourdain. Il y a des non-antisociaux qui est assez en France. Moi, ce que je comprenais, c'était que potentiellement, on a des locataires qui sont en impayés loyers pour être considérés assez facilement qu'à des ordres. Donc, c'est juste une question, est-ce que ça va régler aussi les concernés? Enfin, peut-être, juste facile pour une Ok, donc on va déjà traiter ces questions-là, on se reprendre ainsi après. Parfois, c'est peut-être la question des chiffres de... Oui. Ben oui, donc en effet, les chiffres datent de 2018. On n'a pas les chiffres de l'année passée. Il y a des témoignages qui disent que apparemment, en tout cas, ça n'aurait pas diminué, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas l'attester. Je dirais que c'est le premier résultat interpellant, c'est qu'on n'a pas ces données pour faire le suivi annuel. Alors, pour le moment, il y a un projet d'ordonnance au niveau de la région bruxelloise qui va modifier la procédure d'expulsion et lié à ça, qui va mettre en place un monitoring sur les expulsions de logements. Donc, peut-être qu'en 2025, on aura les chiffres de 2024, enfin, on l'espère, et qu'on pourra, à partir de ce moment-là, faire un suivi année après année. Mais pour le moment, on ne sait pas l'attester. Ce qui n'est pas un climat, c'est et donc, à nouveau, dans ce projet de loi, il y a l'idée d'augmenter les délais avant une audience en justice. Donc, pour le moment, par rapport à ce que dit Camille François, j'ai l'impression que la procédure en Belgique, elle est quand même plus rapide. Le délai pour obtenir une audience peut aller plus vite. Parfois, c'est même quelques semaines. Et ensuite, après une audience, on a le jugement dans le mois.
Et une fois qu'on a le jugement, l'expulsion peut être exécutée 2 mois plus tard. Enfin, quand les gens ont la volonté de faire aller la procédure vite, elle peut aller assez rapidement. Donc, ici, le but, c'est d'augmenter le délai avant l'audience. Pour le moment, c'est 8 jours minimum, mais ils veulent le passer à 30 jours et notamment d'obliger qu'il y ait une mise en demeure qui soit faite avant que la procédure soit portée en justice. Et donc, cette augmentation du délai avant l'audience, elle vise à donner du temps aux travailleurs sociaux des CPS à pouvoir contacter proactivement les locataires pour pouvoir leur expliquer qu'est-ce qui se passe, établir un bilan de la situation et voir si c'est possible de faire une médiation de dette ou un plan de paiement d'appurement des dettes. Je pense que c'est une bonne chose, mais après, quelles sont les conditions qui sont données au CPAS pour pouvoir effectivement réaliser cette mission, à la fois financière et humaine? Les temps qui sont survenus, c'est pour cette population qui concerne qui est ambiancée par la place de la réglementation des expulsions. Les CPS sont prévenus de toutes les expulsions qui concernent les chômage, transport mutuel, c'est un cas pour les gens qui viennent travailler, donc les personnes aussi qui sont les bénéficiaires déjà de l'aide sociale. Donc ça fait une population qui juste, il y aura le pour les CPS actuellement déjà. Déjà, pas avec les personnes bénéficiaires du CPS, c'est déjà pas possible. Donc, quand on a l'image de cette loi sur l'augmentation des expulsions, normalement, il faudrait faire renforcer de base les CPS. Les CPS possèdent un service logement et certains CPS, certainement, chez l'export des grands logements. Donc, CPS qui n'ont pas de grands logements, qui sont 250 personnes, et c'est juste pas possible de faire les gens qu'on peut faire. Et donc, cette loi sur l'augmentation des expulsions fait que des gens obligent les espèces à mettre en place quelque chose. Moi, j'ai déjà des choses qui sont mises en place avec les mais c'est de rentrer en contact avec mes collègues. Maintenant, moi, avec les personnes de travail social et des gens de faire ça, parce que c'est pour encore aussi travailler et intégrer sur la manière de les gens pour de contact pour les gens qui ne sont pas connus, ils vont connaître des CPS. Alors oui, on a des coordonnées, on a l'accès au registre national et c'est pas pour mon temps que parce qu'on va poser des noms qui agissent. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Excusez, c'est vraiment le genre de questions qui vont vraiment être pour la table ronde qu'on aura après la pause. Donc, on va aussi continuer là-dessus. Mais donc, on va pouvoir laisser répondre déjà aux autres questions qui avaient été posées. Oui, du coup, il y avait la question sur la définition qu'on avait choisie. Oui, je trouve que c'est une bonne approche. En gros, pourquoi nous, on a mis une décision humaine prise à son encontre? Parce qu'on voulait vraiment insister sur le fait que c'est un processus humain et donc sociétal et que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel pour lequel on peut rien faire. C'est pour ça qu'on avait choisi cette expression-là. Après, l'élargir suite à une volonté humaine de faire partir la personne me semble pertinent. Merci. Et par rapport à... Donc, l'autre question, c'était par rapport à l'insalubrité, le fait de... Non, en gros, c'est pour les semaines, ils avaient une sales. Je ne sais pas si c'est une question, mais ils avaient une sales qui était au préalable de l'expulsion favorisée. Vous avez pris un biais seulement de la part des locataires, sans qu'on ait un biais par rapport aux propriétaires, par exemple. En fait, tel locataire expulse plus qu'un autre. S'il y a un conflit locatif au préalable qui est énervé ou il y a fait l'objet d'une décision de justice pour, par exemple, la salubrité, est-ce que c'est un facteur qui déclenche davantage des expulsions chez nous? Voilà. Je sais pas si je suis très clair, mais... Mais oui. Non, je pense que c'est clair et c'est prouvé dans d'autres études, notamment dans le rapport de l'Observatoire du social et de la santé, que l'état du bien à la base et la relation locative à la base est un facteur qui favorise l'expulsion, dans le sens où, on l'a dit,
le marché du logement à Bruxelles est compliqué. Il y a déjà une égalité de pouvoir différente entre locataires et propriétaires. Et donc, un certain nombre de locataires sont contraints d'accepter des mauvaises conditions de logement parce que, en fait, il vaut mieux un logement insalubre que pas de logement du tout. Mais le fait d'être dans des mauvaises conditions de logement dès le départ engendre des conflits entre locataires et bailleurs qui peuvent engendrer l'expulsion ensuite. Et aussi, en fait, on commence une relation contractuelle qui est déjà dans l'illégalité parce que le bien ne répond pas aux réglementations qu'on s'est fixées. Et c'est ça aussi que dans les motifs d'expulsion, pour le moment, on voit surtout apparaître les arriérés de loyer, mais on voit aussi qu'en fait, on ne tient pas compte de l'état du bien à la base pour décider oui ou non de prononcer une expulsion. Et donc oui, c'est aussi une question, est-ce qu'on ne peut pas formaliser que dorénavant, avant de prononcer une expulsion, vu qu'une expulsion, c'est l'appareil judiciaire et étatique qui aide à sortir les personnes, est-ce qu'on ne devrait pas conditionnaliser ça à vérifier que le logement suivait bien les réglementations que notre État a fixées? Je ne sais pas si ça répond. Mais... Et question de santé mentale. Sur la santé mentale, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Une remarque. I told in the presentation that indeed mental problems and illnesses, they are sometimes a cause, but they always aggravate and they become a consequence, right? So it's a vicious circle and you never know what's first, right? So it becomes this vicious circle where people are in and never get out, and it only aggravates the mental illnesses, everything. So that's what I want to say, yeah. Peut-être sur la loi anti-squat et les... Bon, question, donc effectivement, en France, ça a été adopté en première lecture, puis ça revient au Sénat le 14 juin pour une adoption définitive. Une loi qu'on a appelée loi anti-squat, mais dont le titre juridique est loi contre l'occupation illicite des logements. C'est une loi qui réforme et bouleverse en profondeur la procédure d'expulsion et plus généralement l'équilibre fragile entre droit de propriété et droit au logement, en induisant un déséquilibre total au profit du droit de propriété et au détriment du droit au logement. C'est une loi qui, avant que je vous redonne le détail, mais vraiment pour le fixer en préambule, a suscité la colère de toutes les associations de lutte pour le droit au logement ou contre la pauvreté, y compris des associations les moins radicales. Des associations par exemple comme le Secours catholique a été un des porte-paroles de la lutte contre cette loi. L'ONU, l'Organisation internationale a rendu un rapport contre cette loi qui bafoue en fait un certain nombre de libertés ou de droits fondamentaux. Donc, c'est une loi qui, à tout point de vue, en fait, a suscité des dénonciations juridiques, des critiques politiques et surtout beaucoup de craintes sur ce qu'elle va provoquer. Ce qu'elle va provoquer, c'est une augmentation sensible des expulsions pour deux raisons principales. Je vais pas les détailler, mais première raison, c'est que elle vient réduire le temps que les juges pouvaient accorder aux locataires pour rembourser leurs dettes. Je le dis rapidement, mais avant cette loi, un locataire qui avait des dettes avait 36 mois pour la rembourser. C'est-à-dire que le juge pouvait prononcer des délais de paiement jusqu'à 36 mois. Et si cette dette était remboursée sur ce délai de 36 mois, alors la procédure d'expulsion était annulée. La nouvelle loi, elle ramène ce délai de 36 mois à 24 ans. Elle passe de 3 ans à 1 an. De 36 mois à 12 mois. Je vais voir si vous suivez. Ah, de soit à 1 an. 1 an. Pourquoi ça va mécaniquement augmenter le nombre d'expulsions? Parce qu'en fait, le nombre de ménages qui pouvaient rembourser leurs dettes en 3 ans, en fait, est supérieur au nombre de ménages qui auront les capacités financières de rembourser leurs dettes en 12 mois. Vous voyez, vous aviez une dette de 3 600 €, vous pouviez rembourser 100 € par mois. Et il y a plein de ménages qui pouvaient rembourser 100 € par mois. Si vous ramenez ce délai de 36 mois à 12 mois, pour avoir des délais de paiement, il va falloir rembourser 300 € par mois. Et il y a plein de ménages qui ne pourront pas rembourser, avec la même dette de loyer, cette mensualité. Donc, réduire les délais de paiement rend moins solvables les ménages pour rembourser leurs dettes, et donc les juges vont prononcer plus fréquemment des décisions d'expulsion au nom de cette insolvabilité. L'autre raison, c'est que cette loi, c'est vraiment un retour au 19e siècle du point de vue de l'histoire du droit,
Pourquoi ? Parce qu'elle vient limiter le pouvoir du juge. Notamment, sur ces 60% de locataires qui ne vont pas à l'audience, les juges pouvaient, par le passé, utiliser ce qu'on appelle leur office. L'office du juge, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'un juge peut décider d'office, par lui-même ou par elle-même, d'attribuer des délais de paiement, quand bien même le locataire n'en fait pas la demande. Par exemple, un locataire qui ne va pas à l'audience, par définition, n'est pas là pour demander des délais de paiement. Cet office du juge permettait au juge d'accorder des délais de paiement et donc de ne pas prononcer l'expulsion des locataires absents. Cette loi, en fait, elle vient limiter, voire réduire à néant cet office du juge, et donc elle revient à une interprétation stricte du droit qui était celle du 19e siècle, à savoir la loi du contrat contre l'autonomie du juge. Et donc là encore, vous avez des juges qui voudraient parfois peut-être prononcer des délais de paiement, qui vont devoir prononcer l'expulsion, parce que les conditions pour accorder ces délais d'office sont plus faibles. Donc c'est une loi qui inquiète absolument tout le monde, hein, et quand je dis la terre entière, c'est y compris l'ONU, parce qu'elle vient bafouer, comme une loi scélérate. C'est une forme de contre-révolution juridique qui vient consacrer le droit de propriété comme jamais, je pense, dans l'histoire politique et juridique en France, quoi. Et d'ailleurs, en Belgique, dans le deuxième cas, c'est déjà d'application. Ce qui se passe en France, c'est déjà d'application en Belgique. Non, nous ça, si, comme ça, le cabinet. Oui, nous, par défaut. Ouais, on pourrait, elle est encore et nous. Ah oui, juste comme ça, après je me sais, mais juste, il y avait une troisième disposition dans cette loi, mais qui a été abrogée. Cette loi, elle prévoyait à l'origine de condamner à une peine de prison de 6 mois ferme les familles condamnées par la justice, mais qui ne quittent pas les lieux. Donc ça, l'autre aspect du retour au 19e siècle, c'est une forme, s'il vous plaît, c'est un retour à ce qu'on appelait par le passé la prison pour dette. Et vous voyez, la prison pour dette, elle a été abrogée en France en 1867, et c'est le Sénat qui, en première lecture, a fait abolir, en fait, ou abroger cette disposition de texte de loi, mais les députés qui soutiennent cette loi voulaient condamner à 6 mois de prison ferme les familles qui n'ont pas les moyens de se reloger et qui doivent rester dans les lieux à leur passage au tribunal. Donc c'est pour vous dire le niveau de radicalité, le niveau d'hégémonie propriétariste de cette loi par rapport aux droits des locataires. Heureusement, cette disposition, elle n'est pas passée. Merci. Alors, je vois que le temps avance. Je sais qu'il y a encore plein d'envies de questions. Mais ce que je propose, c'est d'essayer de garder un peu notre canevas et donc de passer la parole à Chloé du RBDH pour nous dire 2 mots de l'exposition qu'il y a ici.